Aujourd'hui, nous savons l'environnement, la nature, la vie en danger. Le gouvernement canadien a pourtant décidé d'éliminer des phoques pour réparer certaines fautes commises par l'homme. Nous savons que certains stocks de poissons ont payé de leur disparition le perfectionnement des techniques de pêche. Maintenant, certains jurent que tuer les phoques ressuscitera les morues. Comme beaucoup aujourd'hui, les générations futures n'accepteraient sûrement pas ce mensonge. C'est pourquoi je choisis d'embarquer le 3 mars 2005 à bord du Farley Mowat. J'allais y rejoindre Paul, Alex, Lisa et toutes ces têtes inconnues qui ne cessaient de sortir des entrailles du navire de la Sea Shepherd Conservation Society, un vieux chalut norvégien de 57 ans qui sillonne depuis 10 ans les mers du globe, de l'Antarctique à l'Arctique, pour protéger la vie d'espèces en péril. À son bord, une vingtaine de filles et de garçons, entre 19 et 55 ans, de nationalités différentes, mais tous pourvus d'une même éthique et d'une farouche volonté d'agir. Le commandement est assuré par le charismatique Paul Watson. Cet éco-warrior canadien, cofondateur de Greenpeace, dirige l'association Sea Shepherd depuis 28 ans. Réputé pour refuser les compromis, Paul est à l'origine du sabordage de plus de 10 baleiniers et de l'éperonage d'autant de bateaux pêchant illégalement. Nous partions pour le golfe du Saint-Laurent et les glaces immaculées du Grand Est canadien. Notre mission, agir et briser le silence qui entoure cette boucherie. Au XIXe siècle, 33 millions de phoques sont tués au Canada. En 1984, la situation est tellement préoccupante que la chasse est interdite pendant 10 ans. Mais en 1997, la chasse reprend. Elle n'a plus simplement un but commercial. En fait, le gouvernement canadien veut réduire les populations de phoques pour modifier la chaîne alimentaire et ainsi faire revenir certains poissons, tels que la morue. Il est pourtant loin d'être établi que massacrer les phoques réparera les fautes commises par la surpêche. Le Canada entend tuer 370 000 phoques cette année. C'est la 3e année consécutive que ces quotas sont si élevés. Cela veut dire qu'à la fin de leur saison, ils auront tué plus d'1 million de phoques. C'est le plus grand massacre de mammifères marins au monde. J'ai vraiment honte d'être Canadien. D'habitude, les Canadiens sont réputés pour être assez écolos, voire pacifistes. Alors cette chasse est une vieille tradition qui mérite de disparaître. Parce que ce n'est rien d'autre qu'un écœurant massacre d'animaux. Le plus grand massacre d'animaux sauvages au monde. Ces politiciens canadiens essaient de faire du phoque le bouc émissaire de leur propre gestion désastreuse du secteur de la pêche. Pour que la morue survive, il faut plus de phoques, pas moins. En fait, la morue ne représente que 2 à 3% du régime alimentaire d'un phoque. Le reste se compose de poissons prédateurs de la morue. Donc, si vous réduisez les populations de phoques, le nombre de prédateurs augmente et les stocks de morue diminuent. C'est mal à tellement de points de vue que pour quelqu'un comme moi, soucieux de la conservation des espèces, c'est un problème facile à régler. On arrête tout. Sea Shepherd a fait arrêter la chasse en 1985 et je suis convaincu que cette organisation peut encore le faire. Le 6 mars, après seulement 3 jours de mer, notre campagne faillit tourner court. Le peu de moyens de Sea Shepherd, cumulés à l'état d'usure de notre vieux navire, n'ont pas résisté aux premières glaces. Il y a une brèche sur bâbord. Le Farley Mowat prend l'eau et est en train de couler. Heureusement,
Les gardes-côtes réagissent vite, déploient leurs moyens monumentaux et c'est sous bonne escorte que nous rentrons à flot et entiers dans l'austérité de Port-au-Basque, à Terre-Neuve. Bien sûr, je suis assez inquiet concernant l'état du bateau. J'essaie de ne pas être trop négatif à ce sujet, mais c'est déjà notre deuxième brèche en un mois. Déjà, la pérennité de notre campagne était ébranlée. De nouveau à quai, la glace nous paraissait bien loin et les phoques bien seuls. Quand on a failli couler dans les glaces, j'ai surtout été inquiet pour l'équipage. Je me suis demandé si on aurait le temps d'évacuer tout le monde, si on aurait le temps de se mettre à sec dans les canaux de survie. Heureusement, on était en eau calme et l'eau ne s'infiltrait pas trop rapidement. Alors j'ai vite réalisé que nous étions en sécurité. Après ça, j'ai commencé à m'inquiéter pour le bateau. Je voulais pas le perdre, bien sûr. Ça a été ma maison pendant 3 ans et il faut bien le reconnaître. Je l'aime bien. Impossible d'effectuer les réparations à Port-au-Basque et, comble de la malchance, une tempête fait rage au large. Après avoir grossièrement calfeutré la voie d'eau, nous profitons d'une accalmie pour partir à la recherche d'une cale sèche. Mais aucun chantier naval ne semble disposé à nous accueillir sur le territoire de Nouvelle-Écosse. The Seal Campaign se transformait en mission contre l'infortune. C'est finalement à Eastport, aux États-Unis, que nous trouvons une équipe spécialisée dans la soudure sous-marine. La campagne n'était pas annulée, nous allions repartir. Après 19 jours d'inquiétude, nous larguons enfin les amarres, en priant pour que le Farley Mowat tienne le coup et nous porte jusqu'aux îles de la Madeleine. En 3 jours, nous retrouvons les glaces et notre navire rafistolé en vieux marin encaisse sans broncher les nombreux grôleurs venus percuter sa coque. Les premiers phoques font leur apparition. Le 28 mars, à J-1 de l'ouverture de la chasse, nous nous plaçons au sud-est de l'île d'Entrée, en plein milieu du site de chasse. Ce jour d'avance nous permet de nous imprégner de la beauté des lieux, de venir voir ce que nous protégeons et la vie sur la banquise, celle que l'homme met en péril. Le temps est radieux, la tension pas encore palpable, nous savons pourtant que demain l'enfer se déchaînera ici. Tout autour de nous, et jusqu'à la ligne d'horizon, 82 bateaux ont pris position. Le temps est passé à la pluie. Le ciel, plombé, souffle un fort vent depuis le matin. Comme un mauvais présage, la météo donne à ce premier jour de chasse des allures sinistres et macabres. Les conditions météorologiques à 11h, Shear
Clearwater. Pour aujourd'hui, détroit de Cabot, moitié est de détroit de Northumberland, moitié sud-est de Golfe Madeleine. Avertissement de vent tempête, toujours en vigueur. Coup de vent du nord de 40 à 50 nœuds, augmentant au coup de vent du nord-est vers midi. Visibilité mauvaise dans les précipitations et dans le brouillard. Température près de 0, augmentant à près de 2 ce matin. Les chasseurs courent sur la glace accomplir leur funeste besogne. Leurs bateaux suivent. C'est maintenant qu'il nous faut agir. Maintenant que notre campagne a toute sa raison d'être. Maintenant qu'il nous faut faire preuve de notre solide détermination. Alors nous les poursuivons. Il nous faut les distraire, leur faire perdre du temps, les perturber et témoigner. À bord du Farley Mowat, nous savons que le moment viendra d'essayer de minimiser le massacre, de le rendre moins facile, moins inégal, moins secret. Rapidement, un énorme brise-glace des gardes-côtes canadiens s'interpose. Une journée durant, l'Amundsen nous coupe la route pour nous maintenir hors de portée des chasseurs. Ses intentions ne sont pas claires, alors il nous faut jouer au plus serré. Nous frôlons l'incident plusieurs fois. 2 éperonnages sont évités de peu. Pendant ce temps-là, 12 000 phoques disparaissent sous les coudées à capic. Ces longues lances pourvues d'une pointe de métal qu'utilisent les chasseurs. Ils ne réapparaîtront jamais, ou seulement dans une boîte de gélules aphrodisiaques sur le marché asiatique ou sur le dos d'une femme riche et inconsciente. L'hélicoptère des gardes-côtes nous tourne autour. Nous sommes sur le qui-vive. La tension est devenue forte, la peur fait parfois son apparition. Mais notre résolution ne faiblit pas. Nous montrerons ce qu'il se passe ici, quoi qu'il en coûte. En cette triste journée du 29 mars, il y a du sang sur la glace. Les passages près des charniers nous confirment qu'un carnage est en cours. Les glaces sont la scène de terribles sacrifices. Des centaines d'animaux innocents sont dépecés sur place, parfois encore vivants. La viande n'est que rarement utilisée. Les nageoires, autrefois prisées, sont aujourd'hui laissées en pâture au dernier charognard de la banquise. Parfois même, n'est prélevé que le pénis du phoque. Le gâchis est considérable. Dans la nuit du 30 mars, une tempête s'est levée au large. La pression exercée par la glace a fortement augmenté et tous les bateaux se retrouvent pris dans la banquise. Les messages radio laissent transparaître l'inquiétude des chasseurs. Leurs petits bateaux en bois ne sont assurément pas adaptés à ces conditions extrêmes. Seul l'Amundsen peut encore effectuer des déplacements et leur venir en aide. Par chance pour les phoques, l'objectif de la journée n'est désormais plus de chasser,
mais de se tirer de ce mauvais pas glacé. Les phoques ont un peu de répit, mais pour combien de temps et pour combien d'entre eux? Le lendemain, les conditions climatiques n'ont pas changé. Quelques Canadiens décident néanmoins de poursuivre la chasse. À bord du Farley Mowat, un groupe se constitue pour aller à leur rencontre. Ils sont 16 à partir à pied sur la banquise pour tenter un dialogue, tenter de sauver ce qui peut l'être encore, quitte à prendre des risques. Trop rapidement, la discussion tourne court et fait place aux insultes, aux poings, à la colère et à la violence. Soudainement, l'Amundsen vient se positionner entre notre bateau et le lieu de l'affrontement. Notre champ de vision est obstrué, la voie reliant le Farley Mowat à nos camarades est coupée. À bord, l'inquiétude commence à se lire sur les visages. Nous sommes dans l'incapacité de savoir ce qui se trame sur la glace. Seuls les talkie-walkie distillent quelques informations, souvent incompréhensibles. Arresting who, over? No cameras, over. If there's any, where are you? I don't know. There you go. Over here! Go the fuck! Go the fuck! Go the fuck! Yeah, nice. Why don't you throw another punch at him? L'équipage de Sea Shepherd se fait molester. Adrian, Lisa, Yann, Johnny et Gaydon parviennent à regagner le bord et nous racontent. Ils m'ont frappé au visage et dans le cou. Jerry a pris des coups de poing à la figure et Gaydon aussi. Ils balancent vraiment comme des furieux. Ils se prennent tous pour Jackie Chan là-bas. Jackie Chan's out there. Coast Guard Icebreaker Amundsen, this is the Farley Mowat. The Farley Mowat, the Amundsen, go ahead. Okay, one of the sealers attacked one of our cameramen and assaulted him and wounded him. I want that man charged with assault. Farley Mowat, the Amundsen, we got that recorded. Roger, thank you. Farley Mowat, the Amundsen, we're going on location right now. Paul ayant porté plainte auprès des gardes-côtes, des officiers de la police montée canadienne descendent sur la glace. Bien qu'ils soient les victimes, 11 membres de Sea Shepherd sont arrêtés. Aucun des chasseurs assaillants ne le sera. Roger, I noticed our people got assaulted, you arrested our crew. So anyway, it's all been videotaped and that's been transmitted. So the videotape shows conclusively who assaulted who. And when you attack people with hack-a-picks, that's a violent crime in my opinion. And it seems to me that the police should be interested in that instead of going after people taking photographs. Over. Roger. You can't cover it up because it's been transmitted. Paul sait que la mission n'est pas terminée. Fin tacticien, il a appris en 30 ans à intéresser les médias à ses combats. We're certainly getting a lot of international media attention. Today I've talked to media from Spain, Mexico, Belgium, Sweden and everywhere. Les coups de fil, les interviews et les emails s'enchaînent. Thousands and thousands of baby seal carcasses littering
you know, the landscape. It was pure hell. And in many cases, I saw yesterday one sealer go up and kick a seal pup in the face and turn it over. And in many cases, they are skinned while still alive. I mean, you can hear the screams of the seals, you know, across the ice. And you know, there's just really no place for this kind of horrendous slaughter in the 21st century, and Canada really should be ashamed of itself for tolerating it. So we have to build this movement up, build up the momentum, and make it into an international movement like it was in the 70s and early 80s. And we're doing that. Yesterday, we launched the International Boycott on Canadian Seafood Products, which has got the Canadian Minister of Fisheries in a fury. Yeah, if you contact our office, we sent some photographs there, they could get them to you. Do you want any of these other pictures? Okay, thank you. Le 1er avril, la météo est à l'image de l'humeur qui règne sur la banquise. Les phoques semblent plus tranquilles. Plus personne ne court sur la glace. La magie opère à nouveau. Nous sommes quand même inquiets pour nos 11 coéquipiers emprisonnés à Charlottetown. Nous apprenons qu'ils n'ont dormi qu'une nuit en prison et qu'ils devront passer devant le juge fédéral 20 jours plus tard. Une fois libérés, Lisa, Laura, Alex, Peter, Matt et André regagnent le Farley Mowat. Les autres, trop choqués par ce qu'ils ont vécu, ne reviendront pas sur le bateau. Navire de pêche de 5-0 pieds de long, signalé à la dérive à la position 4-8, 03, décimal 1 nord, 061, 4-8, décimal 8 ouest. Prudence et signalé autre observation. Québec 0109, île de la Madeleine, Cap-aux-Meules. Obstacle, rapporté coulé. En écoutant la radio, nous comprenons que l'heure n'est plus tellement à la chasse. Les bateaux sont toujours prisonniers de la glace, voire en train de sombrer. L'Amundsen, qui ne peut pas nous surveiller et répondre aux appels de détresse en même temps, prend la décision de sortir tous les bateaux de la banquise. Ainsi, nous voyons défiler sur tribord la longue file de bateaux de chasse, avec son cortège de colibets auquel nous ne répondons pas. Un ballet marin de petits bateaux en bois coloré commence, alors que le crépuscule bleuté annonce doucement l'arrivée d'une nouvelle nuit sur la banquise. Nous avançons enfin, un peu plus sereins, car cette farandole est le signe que la chasse venait de prendre fin dans le golfe. Du moins pour cette année.